Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui semble omniprésent, mais dont l'histoire publique est en fait très récente. L'obésité. On va voir comment on est passé en à peine une génération d'une question de silhouette personnelle à une crise de santé publique mondiale. Et pour ça, on s'appuie sur une source fascinante, des extraits d'un texte du sociologue Pierre Fraser. Obésité, combat personnel et système obésogène. Le titre déjà, il annonce la couleur. Oui, tout à fait. On va naviguer entre ces deux pôles, la responsabilité de l'individu et l'influence, parfois écrasante, de nos environnements. Exactement. Notre mission, c'est vraiment de comprendre le moment précis où tout a basculé. Quand le mot épidémie est-il apparu? Et surtout, comment cette idée a-t-elle changé notre façon de voir la nourriture, nos villes et même notre propre volonté? Ce qui est frappant, c'est que cette notion d'épidémie d'obésité, elle est une invention de la fin des années 1990. Avant ça, le concept n'existait quasiment pas dans le débat public. C'est un point de départ qui est essentiel. On a l'impression que ça a toujours été un sujet majeur, mais en fait c'est une illusion. Le texte de Fraser situe le début de l'explosion médiatique autour de 1996. Justement, alors déballons ça. 1996, le New York Times qui lâche le mot épidémie pour la première fois. Voilà. Et au même moment, un personnage comme le Dr Atkins, qui a fait fortune avec son régime, il jette un pavé dans la mare. Il accuse carrément le gouvernement et les médias d'avoir créé le problème avec leurs recommandations pauvres en gras, mais en réalité bourrées de glucides. C'est presque une déclaration de guerre nutritionnelle. Ah, mais c'est une déclaration incroyablement habile, hein, parce qu'elle fait d'une pierre deux coups. D'un côté, elle offre un coupable simple, l'establishment, en quelque sorte, D'accord? et de l'autre, elle propose une solution tout aussi simple pour son régime. Mais au-delà d'Atkins, cet épisode marque le début d'un vrai tsunami médiatique. Les chiffres que Fraser a compilés à partir des archives du New York Times sont vertigineux. Entre 1990 et 1999, on compte environ 1150 articles sur l'obésité. Ce qui est déjà pas mal, oui. Ah, mais attendez la suite. Pour la décennie suivante, donc de 2000 à 2009, on ne passe pas au double ou à triple. On explose à plus de 38 000 articles. 38 000. 38 000, on passe d'une centaine d'articles par an à plus de 10 par jour. Le sujet n'est plus un sujet parmi d'autres, il devient une obsession. Le cadre est posé, l'obésité est une crise, une épidémie contre laquelle il faut se battre. Et dans cette montée en puissance, l'analyse de Fraser identifie une année charnière, un vrai point de bascule, 2004. C'est plus une simple augmentation, là, c'est une déflagration. Le Time Magazine, quand même, fait sa couverture dessus et la proclame l'année de l'obésité. On ne peut pas être plus clair. Non, c'est sûr. Et ce qui est fascinant, c'est que cette couverture médiatique, ce n'est que la pointe de l'iceberg. En coulisses, la machine institutionnelle s'emballe. La même année, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, publie un document qui va faire date, sa stratégie mondiale pour l'alimentation, l'activité physique et la santé. Ah oui, donc là, le problème devient officiellement global, planétaire. Voilà, ça n'est plus seulement une préoccupation américaine, ça devient l'affaire de tous les pays. Et pour enfoncer le clou, le CDC américain, le Center for Disease Control, qui est une référence mondiale, sort une étude qui a l'effet d'une bombe. Laquelle? Ils avancent une projection choc. Aux États-Unis, la mortalité liée à une mauvaise alimentation et au manque d'exercice est sur le point de dépasser celle liée au tabagisme. Attendez, ça, c'est un tournant majeur. Mettre un burger ou un soda sur le même plan de risque pour la santé publique qu'une cigarette. C'était une déclaration de guerre, non? C'est un parallèle qui est extrêmement puissant et stratégique, parce qu'il suggère que les solutions employées contre le tabac, les campagnes de prévention massives, les régulations, les taxes, Les avertissements sur les paquets? exactement, tout ça pourrait être appliqué à l'alimentation. C'est un tir de barrage coordonné des plus grandes institutions de santé. Et c'est pile à ce moment-là, comme le souligne le texte de Fraser, qu'un nouveau mot débarque et change toute la donne. Obésogène. Obésogen. Voilà, on y est. J'ai l'impression que ce mot, il est partout aujourd'hui, mais il vient vraiment de là. Alors concrètement, ça veut dire quoi un environnement obésogène? Ce qui est révolutionnaire avec ce terme, c'est qu'il opère un déplacement complet du blâme en quelque sorte. On quitte la sphère purement individuelle du mange moins, bouge plus. L'OMS, qui popularise le concept, le définit comme un environnement qui favorise la prise de poids. D'accord. C'est la somme de facteurs liés à notre mode de vie moderne. L'urbanisation qui nous pousse à prendre la voiture pour tout, la mécanisation du travail qui nous cloue à un bureau, et surtout un accès permanent et bon marché à des aliments hypercaloriques.
Donc si je comprends bien, le problème n'est plus seulement dans mon frigo, mais dans l'architecture de ma ville, la nature de mon emploi et les rayons de mon supermarché. C'est ça l'idée? C'est exactement ça. L'environnement lui-même, notre cadre de vie, n'est plus neutre. Il devient un facteur de risque actif. Fraser utilise une expression très parlante dans son texte. Il parle d'une véritable infrastructure de la prise de poids. Infrastructure de la prise de poids. C'est fort comme image. Très fort. Et il identifie 3 piliers qui la soutiennent. D'accord, alors quels sont ces 3 piliers? Le premier, c'est le complexe agroalimentaire et l'industrie de la restauration rapide. On pense à la taille des portions qui est explosée, au marketing agressif qui cible les enfants, à la composition même des aliments ultra transformés. Conçus pour être addictifs. Voilà. Le deuxième pilier, c'est ce qu'il appelle l'espace bâti, la conception de nos villes et de nos banlieues. C'est-à-dire les villes conçues pour les voitures plutôt que pour les piétons. Précisément, pensez à ces banlieues où le commerce le plus proche est à 3 km sans trop toit pour y aller. Ce n'est pas de la paresse, c'est une conception urbanistique qui impose la sédentarité. Et le troisième pilier, c'est la nature du travail. La sédentarité au bureau. Oui, on est passé en 50 ans d'une économie où le travail physique était la norme à une économie de service où être assis est la règle pour des millions de gens. C'est vrai que même nos pauses sont devenues sédentaires. On fait défiler les notifications sur son téléphone. L'implication de tout ça est assez angoissante. En fait, si le quotidien lui-même est obésogène, ça veut dire qu'il faut être en état de vigilance permanente. C'est là que le concept devient presque pervers. Fraser cite cette phrase dans son texte. Le moindre relâchement de la vigilance de la part d'un individu le met inévitablement à risque. Ça transforme la vie de tous les jours en un champ de mine. Chaque repas, chaque déplacement, chaque choix devient un test de votre volonté. C'est épuisant. C'est une pression psychologique énorme. Mais alors, face à ce constat d'un environnement hostile, qu'est-ce qu'on fait? Si la volonté seule ne suffit pas, les solutions doivent forcément changer elles aussi. Sont essentielles, bien sûr, mais qu'elles seront toujours insuffisantes si on n'intervient pas sur l'environnement. C'est une reconnaissance que le combat est truqué dès le départ, en quelque sorte. C'est un peu ça. Pourtant, on entend encore et toujours le discours sur la responsabilité individuelle. Il suffit de se prendre en main. Oui, c'est une question de volonté. Parce que ce discours est profondément ancré dans ce que le texte appelle le paradigme biomédical. Dans ce modèle classique, la santé est une affaire privée. Le corps, c'est une machine et l'individu en est le seul mécanicien. Le rôle de l'expert, c'est de pointer les voyants rouges, le cholestérol, la tension, le poids, et de dire au conducteur de changer son comportement. Mais ce paradigme, il ne tient pas la route si la voiture est conçue pour tomber en panne et si toutes les routes sont pleines de nids de poules. Voilà, vous avez tout résumé. Comment demander à l'individu d'être le seul responsable quand tout son environnement le pousse à adopter les comportements jugés à risque? Ça rend l'idée de choix très relative. Et c'est pour ça, j'imagine, que la lutte contre l'obésité s'est déployée sur plusieurs fronts à la fois, comme le cartographie bien Fraser. Le texte en identifie 3, c'est ça? Oui, 3 grands champs d'intervention qui coexistent et parfois de manière contradictoire. Le premier, c'est l'éducation. On cible les parents, on intervient dans les écoles, on lance de grandes campagnes publiques. Les fameux manger 5 fruits et légumes par jour. Exactement. Le deuxième champ, c'est la responsabilité personnelle, qui reste très présente. On encourage les régimes, le sport, et on propose des solutions plus lourdes comme la chirurgie bariatrique. Attendez, mais le fait que la responsabilité personnelle soit listée comme une solution, alors qu'on vient de dire que l'environnement la rendait presque impossible, c'est pas une contradiction fondamentale? C'est toute l'ambiguïté du débat public. On reconnaît le problème systémique, mais on continue de proposer des solutions individuelles. Et puis il y a le troisième champ, le plus radical, les interventions sur l'environnement. D'accord. Et là, on parle de réduire la taille des portions, de réguler le marketing alimentaire, de repenser l'urbanisme, ou même d'instaurer des taxes sur les sodas. Là, on touche au portefeuille et au modèle d'affaires. C'est forcément plus compliqué à mettre en place qu'une simple campagne d'info. Évidemment. Et Fraser ajoute une dernière couche de complexité, une distinction que je trouve passionnante. Il explique que même au sein de cette lutte, il y a en réalité 2 courants de pensée qui s'affrontent. Le premier, le plus dominant, c'est l'approche centrée sur le poids. C'est-à-dire? L'objectif est simple, la perte de poids. Le succès se mesure en kilos sur la balance. Le poids, c'est l'ennemi à abattre pour retrouver la santé. C'est l'approche qu'on connaît tous. Celle des régimes, du calcul de l'IMC. Voilà. Mais il existe un second courant, plus nuancé, l'approche centrée sur les habitudes de vie. Et là, l'objectif n'est pas forcément de perdre du poids, mais d'adopter durablement des comportements sains. Manger mieux,
bouger plus, mieux dormir, et ce, que le poids sur la balance change radicalement ou non. C'est une distinction cruciale, parce que ça veut dire que cette approche pourrait considérer quelqu'un comme étant en meilleure santé, même si son poids reste stable, ce qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend. Exactement. Le succès se mesure en bien-être, en énergie, en marqueur de santé métabolique, plutôt qu'en un simple chiffre. Cette deuxième approche est moins spectaculaire, mais pour beaucoup d'experts, elle est plus réaliste et moins culpabilisante. Ça change complètement la définition de la réussite. Alors si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout cela signifie? On est parti d'une prise de conscience médiatique à la fin des années 90 qui a posé le problème en termes d'épidémie. Mhm. Puis, on a vu émerger ce concept très puissant d'un environnement obésogène. Le débat s'est déplacé, il est passé de la simple volonté individuelle à une remise en question de nos systèmes. Absolument. Et le langage utilisé n'est jamais neutre. Nommer un problème, c'est déjà commencer à le résoudre d'une certaine manière. Quand on parle d'épidémie, on pense virus, mesure d'urgence. Quand on dit lutte, on pense ennemi, bataille. Gagnant et perdant. Et quand on parle d'environnement obésogène, on pense conception, ingénierie sociale, politique publique. Chaque mot ouvre un champ de solutions différents et désigne des responsables différents. La source de Fraser illustre parfaitement ce glissement. On est passé d'une logique où l'individu était seul face à son assiette à une compréhension beaucoup plus complexe d'une responsabilité partagée. C'est un changement de perspective fondamental. On ne demande plus seulement à la personne de changer, on commence à se demander si la société elle-même ne devrait pas changer. Ce qui nous amène à une pensée pour conclure, une question à méditer. Si notre quotidien, notre environnement bâti, économique, social, est structurellement conçu pour favoriser la prise de poids, la solution réside-t-elle vraiment dans une discipline personnelle toujours plus héroïque ou dans une refonte courageuse de cet environnement bâti? Hmm. Et, plus directement, serions-nous collectivement prêts à accepter de changer nos villes, de réguler plus durement certaines industries et de repenser l'organisation du travail, non pas pour des raisons idéologiques, mais simplement au nom de la santé collective? La question reste ouverte.